Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première des deux émissions que nous consacrons à Shundo Aoyama Roshi, abbesse du temple de Muryoji à Nagano, au Japon. Cette femme, une des maîtres zen les plus éminents de son pays, a connu dès son plus jeune âge un destin exceptionnel. Outre l'éducation démoniale, elle partage aujourd'hui son temps entre ses différentes activités comme la calligraphie, l'art floral ou encore l'enseignement de la cérémonie du thé. Alors, quelle est sa personnalité? Qu'en est-il de son enfance et de ses années de formation à la fois à l'université et au monastère? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec notre invité Jo Kaini. Jo Kaini, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez été ordonné en 1998. Vous avez étudié auprès de Joshin Sensei Baishu à la demeure sans limite jusqu'en 2010. Au Japon, vous êtes rendu au Aishi Senmon Isodo, le monastère de formation des nonnes de l'école Soto, où vous avez fait 3 retraites de 3 mois. Vous y êtes retourné y vivre entre 2010 et 2013, et c'est là que vous avez reçu le sceau de la transmission d'Aoyama Roshi. En 2018, vous êtes devenue la nouvelle abbesse de la demeure sans limite. Et depuis 2018 également, avec l'aide de Akiko Muruyama, vous travaillez sur la traduction de certains livres d'Aoyama Roshi. Oui. Alors revenons sur le parcours de cette femme absolument exceptionnelle, en commençant bien évidemment par son enfance. Alors Aoyama Roshi est née en 1933, près de Nagoya. Mais dès son plus jeune âge, à l'âge de 5 ans, elle a été confiée à sa tante qui avait un temple dans le Nagano, ce temple donc de Muryoji. Très vite, elle va être associée aux travaux extérieurs. Donc très vite, elle est dans la nature. Je pense que Muryoji est un temple où il n'y a pas beaucoup d'argent et on a besoin du jardin potager et pour pouvoir subvenir au quotidien. En parallèle à ça, elle est aussi, on commence à lui apprendre les sutras. Avant de savoir lire et écrire, apprendre les sutras par cœur du quotidien. Et puis elle va à l'école du village. Mais quand on lit son écrit dans Une vie de nonne zen, elle explique qu'elle ne reste pas jouer avec ses camarades, elle rentre vite au temple pour pouvoir aider aux diverses tâches qui lui seront attribuées. Donc déjà, c'est beau, une forme de vocation. Oui, et une forme aussi de discipline, je dirais aussi, puisque elle va faire passer en effet la vie du temple et c'est puisqu'il y a sa tante et la disciple de sa tante, avant le jeu qu'elle pourrait avoir envie de faire avec ses camarades. Et est-ce que c'est une attitude qu'elle poursuit durant son adolescence? Tout à fait. Alors jusque-là, elle vit au temple, mais elle n'est pas ordonnée. Mais à l'âge de 16 ans, elle va être ordonnée et elle a le désir, elle part, elle retourne à Nagoya, mais là, au Nisodo, dans ce temple de formation. Alors là, c'est un peu, elle avait un peu idéalisé ce lieu. Mais on est au sortir de la guerre, les conditions sont difficiles, les conditions sanitaires. En plus, elle vivait avec 2 adultes. Maintenant, elle se trouve dans une communauté de jeunes nonnes et elle se rend compte que toutes les nonnes n'ont pas eu la même enfance. Donc, elle va commencer à se tourner vraiment vers le Bouddha parce qu'elle se rend compte que c'est là où elle peut avoir confiance vraiment. Alors, elle restera ensuite 11 ans à l'université bouddhique de Komazawa, mais elle restera en même temps vivre dans son temple. C'est vraiment important pour elle. Oui, elle vit à Tokyo, donc là, à nouveau, un grand changement. Elle va rencontrer des personnes très différentes. Elle va rester, donc, comme vous avez dit, pendant 11 ans, et elle vit dans un temple à Tokyo. Et dans ce temple, au temple de Muryoji et même au Nisodo, on apprend les arts bouddhiques, la cérémonie du thé, l'art floral, le chodo, la calligraphie. Mais là, je pense qu'elle va parfaire ces choses-là. Et qu'est-ce qu'elle fait après l'université alors? Elle rentre tard, 11 ans, elle est restée 11 ans universitaire. Elle rentre à Muryoji et au départ, elle va partager son temps puisqu'elle va prendre la suite
Elle va devenir l'abbesse de Mulyoji et puis commencer à donner des cours au Nisodo. Quelques années plus tard, on lui demande de prendre la direction du Nisodo. Alors là, elle va vraiment partager son temps entre ces deux lieux. Elle écrit aussi des livres, elle a écrit beaucoup de livres. Et puis, elle est appelée beaucoup sur des conférences, elle est appelée pour donner des enseignements. Et elle va voyager parce qu'elle aime beaucoup voyager. Et elle va voyager aux États-Unis et en Europe. Alors, parlez-nous de cet épisode très important pour vous et aussi pour elle, on imagine, hein, votre rencontre. Comment ça s'est passé? Eh bien, à la fin, en 1999, Joshin Sensei Basho m'a envoyé au Nisodo parce que c'était un peu la même chose. Je vivais seule, on était deux nonnes et elle voulait que je passe un temps dans une sangha, dans une communauté de nonnes. Et là, c'est là où je l'ai rencontrée. Je n'avais aucune idée d'Aoyama Roshi, mais on s'est tout de suite... ça a été une rencontre, on s'est tout de suite bien comprise. Moi, c'est une forme de reconnaissance peut-être aussi. Oui, de la vie monastique, ce qui était proposé au Nisodo me parlait. Je ne parlais pas le japonais, mais j'ai tout de suite aimé, apprécié et je me suis tout de suite mise dans le bain de ce lieu qui lui tient à cœur. Et donc, elle a commencé à m'apprendre des choses plus par l'expérience à travers le corps. Et donc, vous y êtes retournée plusieurs fois? En effet, j'ai fait 3 retraites de 3 mois avec des visas touristiques. Et puis, entre 2010 et 2013, là, je suis restée sur un long terme. Et là, j'ai vécu plus près d'elle. Et son exemple, vraiment, m'a beaucoup inspirée et on s'est rapprochés. Et en 2012, en effet, elle m'a donné la transmission. Alors, vous y êtes retourné plusieurs fois. Vous avez noué un lien très, très fort et authentique. Comment est-ce qu'il se manifeste encore aujourd'hui, ce lien? Alors, en effet, en 2015, j'ai organisé un voyage avec un groupe de pratiquants de la demeure sans limite et elle nous a ouvert les portes du Nisodo. On a même fait une méditation dans la salle, dans le Sodo, donc qui est vraiment normalement consacré aux nonnes. Donc, et puis en 2018, elle est venue. Je pense que dès qu'on s'est rencontrés, elle avait envie de venir, mais comme elle est très patiente, elle a su attendre le moment. Et ça s'est produit. Donc, elle est venue avec un groupe de nonnes et de pratiquants laïcs qui pratiquent avec elle. Et depuis, j'essaye d'aller en moyenne tous les 2 ans, passer un temps avec elle dans son temple de Mulyoji. Alors, elle a aussi elle peut nous servir d'exemple à travers l'activité encore très soutenue. Je crois qu'elle a 91 ans, c'est ça? Oui. Donc, encore aujourd'hui, elle accomplit différentes tâches au quotidien. Elle se rend au temple, elle transmet des enseignements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur une journée type aujourd'hui d'Aoyama Roshi? Eh bien, elle continue de partager son temps entre le Nisodo et Mulyoji. Bon, quand j'y suis allée en novembre 2022, j'ai passé 3 jours avec elle à Mulyoji. On a fait 2 jours entiers de cérémonie du thé. Et au Nisodo, je sais qu'elle continue à s'asseoir, à aller pour les temps de méditation intensive et puis à guider les nonnes. Maintenant, depuis 2 ans, elle a été nommée à un poste important. Elle est la première nonne à avoir eu ce poste et elle va donner des enseignements dans les 2 temples principaux de l'école Soto, Eiji et Sojiji. Il faut préciser aussi qu'elle a pris refuge dans le Bodhisattva de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'hésite pas à revendiquer. C'est important pour elle. Hein. Donc, elle a 91 ans maintenant. Et à chaque fois qu'elle a été malade, elle a dit « je prends refuge dans le Bodhisattva de la maladie ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, on enseigne... On enseigne les 4 nobles vérités, on enseigne la voie du Bouddha, les enseignements du Bouddha. Mais là, elle les enseigne. Maintenant, elle sait ce que c'est. Elle l'a vécu dans son corps, dans sa chair. Et elle se sent plus proche des personnes quand elle en parle. Et quand elle rencontre quelqu'un qui a vécu la maladie ou la vieillesse, eh bien, elle sait de ce dont on parle réellement, en réalité. Ce ne sont plus seulement une analyse ou une étude. Oui, c'est pas abstrait. C'est pas abstrait, c'est devenu très concret. Et elle utilise tout cela. Donc elle remercie, elle a la gratitude parce qu'elle peut être encore plus près
des personnes et elle peut approfondir en elle les enseignements du Bouddha encore plus profondément. Alors vous dites, et cette expression m'a beaucoup marquée parce que je la trouve magnifique, vous dites d'elle sa disponibilité à la vie sous toutes ses formes, que c'est quelque chose qui vous interpelle vous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, pour elle, tout est Bouddha. Donc, pour parler ainsi, la nature, c'est Bouddha, les insectes sont Bouddha, la chaleur, le froid, tout est Bouddha. Alors, elle est dans l'acceptation. Et souvent, je me souviens combien de fois, nous, on allait se plaindre auprès d'elle en trouvant qu'une chose n'allait pas ou que quelqu'un n'était pas très gentil avec nous. Et elle, tout ce qu'elle faisait, c'était de rire, éclater de rire, parce qu'elle ne s'occupe pas de ses états d'âme, elle ne s'occupe pas, elle dit juste, chacun doit travailler et faire de son mieux dans le rôle que l'on a. Et vraiment, donc, elle est disponible à toutes les circonstances, tout ce qui peut lui arriver. Alors, avant qu'on se quitte, il y a un point que j'aimerais aussi qu'on évoque parce qu'il est vraiment important, surtout en ces temps un peu chahutés, c'est les rencontres interreligieuses. Et Aoyama Roshi y a fortement participé. Je pense notamment aux rencontres d'assises. Et vous-même, pas plus tard qu'hier, je crois, vous étiez avec des nonnes catholiques qu'elle vous avait présentées. Racontez-nous pourquoi c'est si important pour elle, ce dialogue interreligieux. En effet, elle a été appelée, après Vatican II, il y a des échanges Est-Ouest qui ont commencé entre l'Église catholique et le bouddhisme zen au Japon. Et les 2 premiers échanges, elle a participé. Elle est allée en Belgique et la seconde fois à Pradine. Et quand elle est revenue en 2018, elle nous a remis en lien. Et depuis, on se retrouve, on essaye 1 à 2 fois par an de se retrouver d'une façon très informelle pour des échanges. Oui, c'est important parce qu'elle pense vraiment que la paix va venir de ces échanges. On doit trouver des moyens d'entente. On doit apporter de la paix dans le monde. Et ces échanges, plus on sera nombreux à apporter la paix, plus on pourra peut-être rééquilibrer un peu tout ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Merci infiniment, Jokaini, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager le formidable parcours d'Aoyama Roshi. Merci à vous. Pour poursuivre cette réflexion, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, Une vie de nonne zen de Shundo Aoyama Roshi, publié par les éditions Le Prunier Sully. Aoyama Roshi revient dans cet ouvrage destiné à un large public sur plusieurs événements marquants qu'elle a vécus comme autant de moments privilégiés pour s'éveiller à la profondeur de l'enseignement bouddhique. Les fleurs, miroirs de nos vies, de Shundo Aoyama, traduit par Akiko Murayama et Jokaini Lambert, aux éditions Le Prunier Sully. Contempler la beauté des fleurs au sein de la nature ou d'une composition florale et redécouvrir une profondeur et une richesse qui fait écho à nos propres vies, c'est ce que nous fait partager Shundo Aoyama Roshi dans cet ouvrage précieux qui nous initie à la voie des fleurs et à l'enseignement vivant du zen qui en est la source. Et enfin, Haïku du bout du monde de Hosai, avec des illustrations de Manda, publiées chez Synchronique Éditions. Cet ouvrage réunit les textes en prose poétique et les haïkus composés par Hosai durant les derniers mois de sa vie sur l'île de Shodoshima, où un soir d'une existence marquée par les déceptions amoureuses, une carrière professionnelle chaotique et les tourments de l'alcool, devenu moine mendiant laïque, il se retire du monde. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche et à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet entretien.